Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, selon les chiffres américains, ça représente 500 milliards d'impact financier sur les agences américaines, sur l'État fédéral. Et donc ça, c'est au niveau des États-Unis. On ne parle pas des impacts sur les individus. L'usurpation d'identité, on a également des chiffres précis sur le nombre de personnes concernées là-bas. C'est 10% de la population. Donc c'est un fléau considérable. Et quand on imagine que la première matière d'une usurpation d'identité, ce sont les informations personnelles des gens, on s'aperçoit qu'avec les réseaux sociaux ou les fuites de données, on a un fléau qui ne pourra que s'accélérer. Alors, quelques chiffres complémentaires là-dessus. Par rapport à ces informations disponibles, je pense que parmi vous, vous êtes tous sur 2 ou 3 réseaux sociaux, en moyenne. Autre élément, quand on regarde un événement cyber que vous connaissez sûrement, qui sont les ransomware et les fuites de données. En France, l'année dernière, en 2022, on a compté 40 millions d'adresses e-mail françaises qui sont apparues sur les réseaux d'attaquants. Donc c'est plus de la moitié de la population. Aux États-Unis, on parle de 155 millions d'emails. Donc c'est un sujet d'actualité qui touche tout le monde et notamment les entreprises. Alors on a avec nous David Lecarpentier de GRT Gaz. On va commencer par une première question sur vous, la menace de l'usurpation d'identité dans GRT Gaz. Comment vous la voyez, comment vous la vivez? Merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. J'aime bien poser les définitions du sujet avant d'entrer dedans. L'identité numérique, c'est les mécanismes qui permettent de garantir la reconnaissance entre 2 parties qui communiquent. Et quand on part de ça permet d'établir une confiance entre les parties qui vont communiquer. Et de là, on peut se poser la question de finalement, quelle est la menace par rapport à ça? Eh bien, c'est l'usurpation, c'est la tromperie sur ces mécanismes qui permettent d'établir cette confiance. Alors, je développe en entreprise, puisque moi, je vais surtout développer cette dimension-là. En entreprise, la menace, c'est de couvrir l'ensemble de ces vulnérabilités, de ces problématiques. Elles sont de 2 grandes natures. Tu citais les exemples d'attaques sur qui impliquent des hommes, mais on a aussi des machines. En entreprise, on gère très bien l'aspect, la sécurité des communications entre les systèmes. C'est plutôt, oui, si, on gère très bien quand même, on doit le dire. Et ça permet d'établir au sein de l'entreprise et entre nos systèmes informatiques la sécurité des communications. Les attaquants vont chercher dans ce domaine-là à opérer des actions malveillantes de différentes natures pour faire des actes de criminalité, faire de l'ingérence, de l'espionnage. Donc ils vont chercher à usurper ces mécanismes-là à ces fins-là, à des fins criminelles de différentes natures. Et si on regarde donc les actifs concernés, les acteurs concernés dans tous ces mécanismes-là, il y a des machines d'une part, mais il y a des hommes. Et c'est bien comme ça qu'il faut appréhender la problématique, c'est que les machines, on les conçoit du mieux qu'on peut, on les exploite et globalement, on connaît la mécanique. L'humain, en revanche, beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Déjà, c'est pas programmable ou très peu durablement, et surtout, c'est très exposé à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, à toutes les failles cognitives qui vont tromper
ces mécanismes sur les identités, et ça génère on va dire des conséquences. Le ransomware est souvent initié par une attaque par mail, hein, donc on va chercher cette faille humaine, et donc on développera après dans les solutions finalement comment dans une entreprise on doit allier ces deux aspects. Comment on gère la protection des identités de nos systèmes informatiques et comment on gère la protection des identités des intervenants, des hommes et des femmes que composent nos sociétés, nos partenaires, enfin l'ensemble de notre écosystème. Et ça me paraît important de poser cette problématique pour bien comprendre le panel des solutions. Et tout à l'heure, dans les solutions, je développerai plutôt l'aspect humain, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de technique sur les mécanismes crypto. Sujet de l'entreprise pour David. Gabriel, au sein de la Poste, vous avez une vision sur pratiquement tous les citoyens. Comment ça se présente, la menace de l'usurpation d'identité vue d'un poste comme le vôtre? Bien. Alors, nous n'avons pas de vision sur l'ensemble de nos citoyens. Nous ne sommes pas le Big Brother que l'on peut redouter dans le roman d'Orwell. L'identité numérique, c'est le nouvel avatar de l'identité tout court. Et donc, on a tous une identité qui, au départ, s'exprime dans un monde physique, par un document physique. Et la transformation numérique que nous connaissons fait que, de plus en plus, notre vie et tous les éléments matériels de notre vie se retrouvent dans un univers numérique. Donc, une majorité d'entre nous, aujourd'hui, reçoit sa fiche de salaire de manière dématérialisée. Et les pièces d'identité numérique vont être le complément des pièces d'identité que nous avons dans nos portefeuilles et dont le renouvellement est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, cette identité numérique, elle existe. Et si on fait le bilan du nombre d'identités numériques compromises depuis une dizaine d'années, ça dépasse le nombre d'habitants sur Terre. Donc on est à plus de 11 milliards d'identités numériques compromises. Alors elles sont parfois partielles, mais une identité numérique compromise complète, ça va être suffisamment de données personnelles pour pouvoir créer un compte en banque, pour pouvoir accéder à un crédit à la consommation. Ça va être le moyen à l'insu de la personne physique, donc de créer une identité qui va permettre d'entreprendre des démarches en vue de fraude. Il y a eu en 2022 un exemple assez pénible sur la fraude au compte personnel de formation. Le coût estimé de la fraude, 60 millions d'euros. C'est-à-dire que le cybercrime a beaucoup d'avantages pour celui qui s'y livre. C'est attribution difficile, on le sait. C'est probabilité d'être interpellé beaucoup plus faible, prise de risque à distance considérablement plus faible. Entre le vol à main armée et vider un CPF des 5 000 euros du compte de formation, le niveau de risque auquel le délinquant s'expose est absolument pas le même. Et de toute façon, on va tous vivre avec nos identités numériques. Donc on a sur les réseaux sociaux des risques de compromission de notre vie privée auxquels on donne généralement nous-mêmes accès. Mais de plus en plus, on va se retrouver avec nos pièces d'identité numérique dans notre portefeuille numérique qui permettront de réaliser des actions de fraude et de nous empoisonner l'existence. Parce qu'à partir du moment où l'identité est compromise, avec des éléments qui peuvent être date de naissance, numéro INSEE, plus un certain nombre d'informations, une adresse postale, à ce moment-là, le pirate est capable de nous faire mener une double vie et de totalement exploiter nos ressources. C'est pour ça que cette identité numérique est importante. Et tous les gens qui historiquement étaient fraudeurs, étaient des arnaqueurs, se tournent vers ces moyens nouveaux
parce que l'exposition au risque est beaucoup plus faible et que la capacité de gain est tout aussi considérable. Donc tous les services de confiance au sens du règlement européen eIDAS, notamment sur l'identité numérique, tout ce qui va nous permettre de nous assurer de qui est qui et qui fait quoi est absolument indispensable, parce que sinon ça va avoir un impact considérable sur nos vies, non seulement privées, mais professionnelles, puisque si on a vu ça sur ce qui nous concerne chacun individuellement, de la même manière, à partir d'adresses mail, à partir d'éléments qui permettent de se connecter à un système d'information, eh bien, on va se retrouver dans un monde qui sera mis en danger. Et les entreprises seront probablement mieux protégées, puis qui sera mis en danger parce qu'effectivement la fraude à l'identité numérique est amenée à continuer à prospérer. Et on pourra détailler les modes d'action des pirates qui mêlent encore des principes de fraude classiques à l'exploitation des faiblesses de nos services de confiance numérique. Merci Gabriel. Alors Ingrid, au sein de Tetris, vous travaillez sur des moyens de cyber pour protéger les entreprises. Comment ça se présente, l'usurpation? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait David. Effectivement, l'usurpation d'identité en entreprise est une des voies d'entrée pour des attaques, je ne serais pas plus élaboré derrière, mais des attaques à encore plus gros dommages derrière pour l'entreprise. Ces contributeurs, l'usurpation d'une identité d'un des collaborateurs peut être contributeur de ce qu'on appelle l'initial access, qui peut derrière permettre, donc c'est l'entrée, l'entrée du malfaiteur dans le parc, et puis son déplacement latéral potentiellement sur le parc, et potentiellement prise de contrôle, etc. Enfin, ce qu'on a commencé un petit peu à glisser comme idée, sans rentrer dans la technique. Oui, l'usurpation d'identité a deux aspects, l'aspect perso et l'aspect pro. Et dans l'aspect pro, le point va être au-delà de toutes les actions de sensibilisation et toutes les actions humaines qui devraient faire le focus de toute cette table ronde et qui seront l'essentiel. Du coup, au-delà de l'humain, une solution de au moins détection et identification des comportements suspects de la machine en complément. Mais encore une fois, le focus aujourd'hui, c'est l'humain parce qu'on parle d'identité et d'usurpation d'identité. Alors, merci Ingrid. Il y a effectivement un point essentiel à souligner, c'est que dans le domaine de l'entreprise, on a l'habitude de dire que 70 à 80% des attaques commencent entre la chaise et le clavier. Une façon un peu impropre de parler de l'utilisateur, voire même de la ressource la plus importante dans une société. Donc, il y a un sujet pour les entreprises pour protéger finalement leur propre organisation en s'intéressant à l'usurpation d'identité. Il y a un autre sujet extrêmement important qu'on l'a évoqué en parlant d'identité, c'est que ça touche les personnes. Et donc, aujourd'hui, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos organisations, on met à disposition des moyens qui permettent de travailler à distance, qui permettent de mettre le logo de l'entreprise sur son réseau social. Et donc, on voit qu'il y a un lien, il y a une fusion entre vie privée et vie professionnelle. Donc, finalement, la menace de l'usurpation d'identité, c'est une menace pour l'organisation, bien entendu, par rebond, mais c'est une menace aussi fondamentale vers les personnes dans leur vie privée. Et il y a des impacts absolument colossaux sur la vie privée. Alors en France, on a quelques chiffres importants sur l'usurpation d'identité documentaire. On sait que ça touche entre 200 et 250 000 personnes par an, des personnes qui rentrent dans un cercle infernal lorsqu'il y a création d'une personne morale, création d'une société à leur nom, des dettes, etc., qu'elles doivent rembourser et elles doivent faire preuve de leur bonne foi. C'est un véritable enfer pour elles. Et lorsqu'elles sont salariées, il y a un impact direct aussi sur, bien entendu, leur engagement au travail qu'on peut bien imaginer. Alors, la menace augmente.
elle est protéiforme. Toutefois, aujourd'hui, il y a des solutions. Alors, on va parler maintenant de solutions. Au sein de GRT Gaz, David, comment vous envisagez les solutions et qu'est-ce que vous avez mis en place depuis quelques années pour travailler sur ce sujet précis? Alors, je vais repartir de la définition de tout à l'heure pour essayer d'être cohérent dans mon propos. Le dénominateur commun de toute la problématique autour de l'usurpation d'identité, des identités techniques ou humaines, c'est l'homme. Les machines, elles sont configurées par des humains, elles sont conçues, configurées, exploitées par des humains. Je ne vais pas développer ce point-là, mais en gros, faut les former, il faut qu'ils soient au bon niveau pour nous assurer que les systèmes techniques entre eux communiquent de la manière la plus sûre. Et ça, globalement, on sait faire et on sait surmonter la problématique. L'autre dimension, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire l'utilisateur. Et l'utilisateur, je disais tout à l'heure, il a au moins deux vies. La vie pro, la vie perso. Des fois, il peut en avoir d'autres, des vies cachées. Et ces vies ne font qu'une. Les malfaiteurs, les attaquants, vont considérer tous ces aspects en une seule fois. Ils vont pas dissocier le matin avant 8h ou le matin après 8h. Est-ce que j'ai pris le boulot ou est-ce que je suis encore à la maison quand je lis les news? Et donc, si je veux protéger mon entreprise et les utilisateurs qui sont déterminants dans le système, eh bien, je dois considérer l'ensemble des vies de mes utilisateurs. On a commencé par évidemment sensibiliser, sensibiliser, faire comprendre les impacts et le faire sur toutes les vies, la vie pro, la vie perso. Et je peux témoigner que c'est une approche qui marche, ça touche, ça donne du sens. Et quand je me protège bien la maison, quand je clique pas sur les liens du CPF ou le smishing pour mon colis, j'ai les mêmes réflexes au bureau. Donc ça, sensibiliser en ne distinguant pas les moments où j'ai à me préoccuper de ce sujet-là, de l'usurpation de mon identité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, alors j'ai déjà gagné un point. Ça, c'est pour développer du réflexe. Le deuxième aspect, c'est que il y a des nouvelles menaces, il y a des choses qui nous échappent, et ça, le commun des mortels n'a pas accès. Je sais pas si vous faites de l'OSINT le soir en rentrant, mais normalement non, si vous êtes normalement constitué. Du coup, on fait appel à des professionnels pour deux dimensions. La première, c'est que pour une catégorie d'intervenants dans l'entreprise, les VIP pour faire simple, je fais un scan continu de leur exposition sous l'angle professionnel. Ces sujets me sont reportés et je fais le point avec les individus sur attention, ton compte LinkedIn t'en dit un peu trop, ou il est exposé, il a une vulnérabilité, il a fuité, etc. Mais ça a bien marché, on l'a fait depuis 1 an et demi, ça a bien marché, mais il manquait vraiment la deuxième facette. C'est que c'est bien que son compte LinkedIn soit protégé, mais si sur son compte Facebook, je connais toute sa vie et c'est un open bar pour créer du phishing, du spear phishing et tout type d'attaque, j'ai fait la moitié du sujet. On a doté, là, ça a démarré en début d'année, donc je repasserai pour vous faire un retour d'expérience. On a doté le même top 50 de moyens pour se protéger et avoir un coaching individuel dans leur vie personnelle, et le rang N-1, c'est-à-dire 125 personnes, des mêmes outils, c'est-à-dire pour avoir une vision de leur exposition personnelle. Donc ils ont, au moins pour une bonne partie des collaborateurs importants de l'entreprise, qui ont un rôle important, engagement financier, rôle opérationnel, etc., les moyens d'avoir un panorama de leur exposition, des informations qui peuvent permettre de compromettre leur identité et évidemment la sensibilisation qui va avec. Donc ils ont ces coachings et ils ont les outils, l'ensemble des outils qui leur permettent d'accéder à de l'information qu'ils n'ont pas normalement. Comment voulez-vous savoir que votre mot de passe a fuité sur le dark? Voilà, ce n'est pas possible. Donc il faut sensibiliser, accompagner, outiller et notamment amener de l'information au travers de services de professionnels. Et je peux témoigner que c'est très bien perçu
parce que le pro et le perso, on comprend très vite les impacts. Et puis quand les spécialistes leur rendent compte de l'état d'exposition sur la vie personnelle, je l'ai fait moi. Je peux vous assurer que je pensais être bien, j'étais à l'aise quand ils ont fait l'exercice. Quand ils m'ont fait le débrief, je me suis questionné. Ah ouais, quand même. Tu veux qu'on en parle? Ouais, normalement, j'ai fait ce qu'il faut. T'as un truc à confesser? J'ai fait ce qu'il faut, mais finalement c'est pas grand chose, donc c'est accessible. C'est accessible et pareil, il faut pas être extrêmement technique pour pouvoir faire des choses simples. Voilà, donc je pense que c'est un combo intéressant. En tout cas, il y a une réceptivité. Et on voit les effets, c'est que aujourd'hui les usurpations d'identité chez nous, on n'en a pas noté, même s'il y a des cas de faux pavillons. Enfin voilà, on a des gens qui usurpent notre identité, mais ils font croire que par l'utilisation de logos, c'est autre chose. C'est pas le détournement d'une identité existante qui elle peut avoir des impacts opérationnels. Voilà le petit tour d'horizon des solutions qu'on a déployées. Puis si vous m'invitez l'année prochaine, je vous dirai ce que ça a donné si je suis encore en poste. Quand ton œuvre sera connue, tu seras reconnu. Sur la séparation vie privée, vie professionnelle, c'est essentiellement des questions d'horaire de travail. Hein. C'est-à-dire que dans votre journée, vous travaillez, et c'est pour ça que vous êtes justement rémunéré, en tout cas je vous le souhaite. Mais de toute façon, dans notre vie tout court, un problème professionnel a un impact sur notre vie perso, et donc c'est indissociable. L'évolution des fraudes et des arnaques, c'est ce qu'on appelait l'arnaque au président, par exemple, dont les mécanismes sont connus et ont commencé à être numérisés il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui s'applique aux particuliers. C'est-à-dire que la même mécanique de « je vais vous tromper pour obtenir votre consentement » et qu'effectivement, vous me donniez accès à des informations qui ont de la valeur. Je ne vais peut-être pas vous voler de l'argent directement, mais aujourd'hui, si je vous vole une identité numérique, c'est une source de valeur. Elle est extrêmement importante. Et tous ces mécanismes qui semblaient très sophistiqués et qui sont un peu complexes à mettre en œuvre, vont continuer à se multiplier, amplifiés par, je dirais, les capacités de création ou de contrefaçon qui se développent à vitesse grand V. Donc, de grand V, on peut parler de deepfake, ça doit être un peu plus loin sur la liste des questions, mais il est quand même bluffant qu'avec des technologies simples, on arrive à contrefaire la voix de quelqu'un et de tenter cette arnaque. Donc, le monde de l'arnaque porte sur l'identité numérique parce que l'identité numérique a une valeur, mais de toute façon, on va être exposé à cette forme de criminalité en permanence. Réponse à ça, essayez d'avoir quelque chose qui garantisse la préservation de nos données qui ont cette valeur, puisque ces données permettent de créer cette identité. Premier asset à protéger, si je puis dire, ou première zone à protéger, je pense que c'est le système d'archivage que tout le monde exploite le plus au monde, c'est sa boîte mail. Si vous perdez le contrôle d'une boîte mail, vous perdez le contrôle de votre vie. On va avoir tous les certificats de domiciliation que l'on veut. On va avoir accès à tous les services. Ça va être extrêmement ennuyeux. Après, si votre employeur vous met à disposition un coffre-fort numérique, vous aurez peut-être des données en sécurité, mais si vous perdez la clé du coffre, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une zone d'exposition considérable. Donc la première défense, c'est avoir une claire conscience de notre situation à tous et d'évangéliser autour de nous, parce que la facilité d'accès aux services numériques est égale à la facilité d'exploiter les moyens de voler votre identité. Alors, à la Poste, vous avez quand même une position très particulière. Déjà, avec la Banque Postale, ou tout un tas d'autres activités de tiers de confiance. Comment est-ce que vous pensez utiliser cette position pour finalement faire passer le message ?
Alors, faire passer le message, c'est déjà revenir sur un sujet qui est pas celui de cette conférence, mais qui serait celui de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. Et effectivement, la Poste est un service perçu comme un service public, et la Poste vous appartient plus qu'à moi, puisque vous y avez recours, et elle est perçue comme ça par nos concitoyens. Donc, quand on vit dans un monde où la correspondance papier échangée passe de 18 milliards d'objets à 6 en 15 ans, où vont passer ces informations? Elles vont passer sous une forme numérique. Et donc aujourd'hui, le rôle de la Poste, c'est d'amener des solutions qui garantissent cette confiance numérique. On va passer du secret des correspondances tel qu'il était assuré sous Louis XI à... C'est là que ça a commencé, madame. Hein. Si. Ça a commencé comme ça, et on passe de la protection du secret des correspondances à la protection de votre vie numérique, puisque c'est la nouvelle dimension où l'entreprise doit s'inscrire pour continuer à vivre et à apporter à nos concitoyens le service que nos concitoyens attendent. Donc, la mise en place de services de confiance tels que l'identité numérique de la Poste a pour objet de vous apporter un outil qui protège votre identité numérique. Et effectivement, on a été les premiers à partir de 2019 à avoir une identité numérique dont le niveau de sécurité était substantiel au sens d'eIDAS. Mais après, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pendant 2 ans, on a été un peu dans le désert parce qu'on attendait des services numériques qui requièrent ce niveau de sécurité. Et il faut qu'on s'y mette tous. Donc là, lors de la première conférence qui parlait de cyberterrorisme, on a un peu dérivé sur les sujets de réglementation. Eh bien, aujourd'hui, on va vite dans un monde où il va y avoir davantage de sécurité par de la réglementation qui va créer des obligations. Et pour une entreprise comme la Poste, c'est créer les services qui sont conformes aux exigences de sécurité et les rendre accessibles au plus grand nombre. Ingrid, côté Tetris, comment tu vois les solutions ? En fait, je voulais faire un rebond sur ce que vous avez dit. Et à un moment, Gabriel, vous avez utilisé le mot la contrefaçon. En fait, l'usurpation d'identité, c'est dans le monde numérique ce qu'on aurait appelé la contrefaçon dans le monde physique. Et je voulais remonter d'un cran en tant qu'entreprise, parce que tout à l'heure, David, tu disais il y a des petits malins, ou plus ou moins, qui se prétendent collaborateurs de GRT Gaz, etc., alors qu'ils habitent dans d'autres pays et sont absolument pas collaborateurs. La contrefaçon de cette marque impose à finalement chacun d'entre nous, et en tant que dirigeant d'entreprise aussi, une notion de contrôle et de revenir à la notion de confiance, contrôler qui est la vraie marque, qui est la marque, et contrôler que je ne suis pas face à un contrefait finalement de GRT Gaz. Et par exemple. Et du coup, pour un risk manager, pour un dirigeant quel qu'il soit d'entreprise, 2 gros piliers de contrôle. 1, l'identité de la personne, et 2, encore une fois, la détection d'anomalies, mais on arrive un peu tard, du moment où on commence à constater que notre marque serait compromise, par exemple. Sur le terme de contrefaçon, ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'en fait, on peut même parler de façon. C'est-à-dire que si j'ai les bonnes informations, je vais créer une identité numérique qui sera tout à fait valide, qui sera contrôlable, et qui passera tous les contrôles. Si Arnaud, j'ai un certificat, j'ai vos factures EDF, votre numéro INSEE, et 3-4 éléments, je peux devenir Arnaud. Et dans le monde numérique, le jour où ça c'est en place, on retombe dans le scénario que vous décriviez.
de toutes ces victimes dont on entend parler tous les 3 ou 6 mois, qui sont dans un enfer parce que leur compte est soit vidé ou alors ils se retrouvent avec un ensemble de contraventions qui leur sont attribuées. On peut passer d'une vie sereine, même en n'ayant aucune activité numérique, à une vie qui basculerait dans l'enfer. Je parlais de RSE. Dans la RSE, il y a des sujets d'inclusion. Donc, je parlerai pas de la mixité, je parlerai pas des sujets hommes-femmes. Je parlerai du désert numérique français et des 13 millions de Français qui souffrent d'électronisme, pour reprendre les termes de ma directrice RSE, qui sont des victimes parfaites. Les victimes du CPF, ce sont des gens qui n'utilisaient pas leur compte CPF et on s'est dit lui il en fait rien, hop, et on crée l'identité numérique et la victime ne se rend même pas compte du sinistre. Les dangers sont là. Les dangers sont là et donc effectivement on va être obligé de mettre en place non seulement pour chacun une bonne hygiène, mais aussi d'avoir quelque chose qui nous permette de contrôler l'identité au-delà de l'identité. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un accès à la personne et une garantie que ce soit la personne elle-même qui atteste de l'accès légitime ou non légitime à un service. Merci. Alors, en préparant, Eric, on a parlé de nouvelles menaces. J'aimerais que tu nous dises quelques mots sur ce qui nous est apparu il y a 1 an, au moins aux yeux de tous, quand le président Zelensky s'est adressé à tout le peuple ukrainien pour se rendre. Il y a un sujet deepfake. Oui, tu as spoilé un petit peu, mais c'est vrai que la technologie et tous les mécanismes, finalement, la techno vient au service des mécaniques de la criminalité. La puissance de l'IA générative est arrivée, c'était prévisible, on le ressentait. Je crois que c'est l'année dernière la première vidéoconférence avec un avatar qui était un deepfake de quelqu'un qui était censé être là. Il s'est fait détecter, mais c'est arrivé aux États-Unis. Mais voilà, premier cas avéré, réel. Et l'année dernière, 2022, à ma connaissance, il y a eu 10 cas en France de deepfake audio qui ont eu pour conséquence un vol de financier, fraude au président ou assimilé. Et en parlant avec des services, des autorités policières, on est certain que le deepfake vidéo arrive à grands pas. Tous les éléments techniques sont là pour le faire. La question, c'est puissance de calcul, opportunité, intérêt, bénéfice recherché, etc. Donc ça arrive, c'est clair. Et donc la vraie question, c'est dans un monde hyper digitalisé, et bon, ok, faut y aller, on y est, donc on va pas se questionner de est-ce qu'on digitalise ou pas. On est tous très satisfaits d'avoir des smartphones, d'avoir des factures et des fiches de paye en numérique. Mais la condition, c'est effectivement les conditions de la confiance et la protection centrale, c'est l'identité. Et donc devant cette technologie, devant les drames que génèrent les cas que tu évoquais, qui vont jusqu'à des suicides, qui vont jusqu'à des faillites. Donc c'est vraiment dramatique et ça vous tombe dessus, même quand vous n'êtes pas au courant du truc, hein, quand vous n'avez pas été acteur, vous n'avez pas pris de risque particulier. Donc ça devrait être une préoccupation nationale de doter les citoyens des moyens d'assurer son identité numérique et de la préserver. Et pour conclure, parce que je crois qu'on va pas tarder à arriver à la fin de l'exercice, moi je me pose une question et je nous la pose collectivement. Pourquoi sommes-nous autant anesthésiés ? Pourquoi ce sujet n'est pas au cœur du débat politique dans un monde numérisé ? On y va ou on n'y va pas ? Donc si oui, et je crois que la réponse est déjà oui, on n'a plus le choix. Donc allons-y vraiment, et donc je souscris et j'encourage toutes les initiatives qui vont doter les citoyens de ces moyens-là. En entreprise, on a les moyens d'assurer la portion de la vie professionnelle. Le reste est au moins aussi important pour le tissu économique, pour la société. Gabriel, pour conclure, un mot pour nos autorités, pour interpeller nos autorités sur le futur de l'identité en France.
Alors non. Non. Non, je n'aiderais pas. Enfin, je comprends le sujet, c'est assez français. Mais il appartient pas de demander. Enfin, il appartient pas à un ciseau d'un grand groupe public de dire à l'État faites tout pour nous. Au contraire, je pense que les réponses, elles sont dans la salle. Elles se retrouvent chez les éditeurs, dans les startups, dans les gens qui vont réfléchir à ça. Et le point clé pour moi, c'est comment rematérialiser la sécurité numérique. Est-ce qu'il y a des pistes à explorer qui nous permettent d'avoir quelque chose qui protège physiquement notre identité numérique, et je pense que ce sujet-là, moi, m'intéresse plus parce que on le connaît dans l'identification multifacteur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit hors de portée des arnaqueurs et des voleurs. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité du marché de proposer ces solutions, d'avoir quelque chose d'intelligent en France, qui puisse être généralisé au niveau européen et devenir un standard. Et cette piste-là, s'il n'y a personne sur ce secteur-là, il faut y aller. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question pour Monsieur Debrosse du groupe La Poste. Où est-ce que vous mettez le curseur entre le besoin de sécurité et en même temps parfois la friction que l'on crée chez l'usager quand il doit ouvrir un recommandé et qu'il doit se filmer avec sa caméra? Moi il y a des recommandés, je vous avoue, je les ai même pas ouvertes tellement c'était compliqué. J'ai pas compris votre question. Quand on reçoit un recommandé de La Poste, un recommandé numérique, oui, on doit se filmer avec sa caméra, on doit filmer les différents angles du visage, on doit envoyer ça, il faut avoir une connexion, ça crée de la friction. Alors, vous me parlez d'expérience utilisateur. Vous dites que c'est pas simple de garantir sa sécurité sur un document qui est un recommandé électronique. Le recommandé électronique, il a vocation à être une pièce opposable. Ça veut dire qu'on doit démontrer que vous avez reçu cette notification. Il y a plusieurs manières de le faire. Si vous le recevez sous un format électronique, on est obligé de prendre toutes les mesures de sécurité pour les raisons qui ont été la cause de cette table ronde. Deuxième élément, sinon, allez le chercher dans le monde physique. Il y a 7200 bureaux de poste ouverts et 17 200 points de présence en France. On a forcément près de chez vous. Sauf que quand il est envoyé recommandé numérique, on ne peut pas aller chercher à la poste puisqu'on l'a sur notre boîte mail. Donc, on ne peut plus dire à l'expéditeur après il faut le renvoyer. Et deuxième élément, vu votre grand âge et le mien, il va falloir qu'on s'y fasse parce que c'est le monde dans lequel on va vivre. Je disais, on est passé de 18 milliards d'objets transportés par la Poste à 6. L'avenir, et je suis au regret de le dire, n'est pas la correspondance épistolaire sous enveloppe, c'est bien dommage, mais de toute façon, on va progresser dans la qualité d'expérience utilisateur, et effectivement, vous vivez une période historique, et je vous en félicite. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Voilà, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous voyez que le déploiement de l'identité numérique unique est un contrôle de mitigation efficace de risques? Par nature, l'identité numérique, je passerai la parole à mes camarades, l'identité numérique, elle est multiple. Vous pouvez avoir autant d'identités numériques que vous voulez. On évoquait... on est passé d'un monde où on avait un identifiant, un mot de passe pour un accès à un réseau social, à une vie. Et puis, on a besoin de cette identité numérique pour accéder, par exemple, aux services de France Connect. Et puis, on a des services qui demandent une identité numérique d'un niveau supérieur. Donc, vous allez vivre avec plusieurs identités numériques. L'identité numérique unique, elle n'est pas prévue, notamment au niveau européen, au sens du règlement eIDAS. Principalement, l'identité numérique de chaque pays doit être reconnue par les autres. C'est ça le règlement européen. Et donc, on va vivre avec un monde à identité multiple. Bon, j'ai rien à ajouter, je suis tout à fait en phase. Je vais donner un exemple à titre personnel. Quand je le dis, ça surprend toujours. Je suis un feignant, moi, dans la vie de tous les jours. J'aime pas saisir les logins mots de passe. C'est quand même globalement les deux éléments qui caractérisent une identité numérique. Par contre, je suis un peu sérieux, je les gère dans un coffre-fort. Et puis ça me permet aussi un truc, c'est de les énumérer, de les compter.
Dans le domaine professionnel, je dois en être à peu près à 300. Et dans le domaine perso, je crois que j'atteins les 400. C'est-à-dire qu'en gros, je gère, ou plutôt pas, mais je manipule et je détiens plus de 700 identités techniques qui sont déposées ici et là. De toute façon, pour récupérer mes chaussures chez le cordonnier, il faut que je mette mon login mot de passe. Pour obtenir mon colis, il faut que j'ai mon identité. Donc de toute façon, en nombre, on en aura plusieurs. Je pense que l'exposé que je viens de faire le démontre. Après, l'expérience utilisateur, c'est comment je simplifie son usage, comment je trouve des tiers qui peuvent me permettre de fédérer tout ça. Ça va être effectivement des évolutions nécessaires. Parce que cette discipline que j'adopte depuis quelques années est pas toujours simple, en tout cas elle demande un peu de technicité, et le champ dans lequel ça s'applique, quand je vais récupérer mon ticket de péage, bientôt il va falloir que je mette mon login mot de passe. J'aurai pas toujours mon téléphone, mon clavier pour l'enregistrer. Donc il va falloir trouver des manières, et je pense que la piste du physique, de quelque chose de physique a un intérêt, de simplifier l'expérience utilisateur face à cette diversité d'identités. L'idée est de pouvoir préserver celle-ci dans ces différents moments de la vie. Voilà. Bien, écoutez, on va pouvoir remercier nos intervenants. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.